Alors bonjour à tous, il est 11 heures. Alors on va commencer ce webinaire pour ne pas être trop en retard. Donc on va commencer maintenant. Donc déjà merci à tous et à tous ceux qui suivent ce webinaire ou qui le regardent, que ce soit maintenant ou un peu après quand on l'enverra à chacun d'entre vous. Et donc aujourd'hui, comme vous le savez, on va aborder les risques digitaux et donc les tendances des arnaques ainsi que nos projections pour l'année 2021 avec évidemment une vision sur ce qu'il s'est passé en 2019 et en 2020 également, pour voir un peu l'évolution. Donc ce webinaire, on va le décomposer en réalité en 3 parties. La première partie, on va parler justement des arnaques, donc ce qu'on appelle le scam, et principalement en quoi le scam est différent du phishing. Parce que c'est vrai que le phishing, c'est très très connu, on connaît bien le schéma, comme on va le voir, alors que ce n'est pas forcément le cas qu'on rencontre le plus. En effet, le cas qu'on rencontre le plus, c'est généralement les arnaques. Et il y a eu une explosion vraiment des cas d'arnaque en 2020 et en 2021. Et par conséquent, c'est ce sujet qu'on va aborder. Et on verra également les évolutions en réalité de ces arnaques et en quoi ces arnaques sont de plus en plus présentes dans notre écosystème aujourd'hui. Ensuite, on verra un peu certains cas, donc on en verra plusieurs, et notamment le cas du Classy Scam qu'on détaillera un peu après. Donc commençons rapidement. Pourquoi un webinar justement sur les risques digitaux? Il est vrai qu'on a fait des webinars sur d'autres sujets, notamment j'en avais fait un sur les enquêtes internationales au-delà des frontières, où là on était vraiment dans de l'aspect très technique de la cybersécurité. Mais aujourd'hui, on voit également qu'avec avec la pandémie et avec le confinement, finalement les gens restent beaucoup chez eux. Et là, vous pouvez voir certains chiffres, notamment d'évolution des utilisateurs d'internet ou des utilisateurs de réseaux sociaux qui sont évidemment en augmentation et en diversification, parce qu'on voit également de nouveaux réseaux sociaux au final apparaître. Mais le principal, c'est qu'avec ces gens qui restent chez eux, on a vraiment eu une explosion du trafic, tout simplement parce que la majorité des actions se font maintenant en ligne. La majorité également des achats se font en ligne. Et par conséquent, les services en ligne se sont bien étendus et il a fallu trouver de nouvelles manières d'attirer le trafic. Donc on peut voir quelques chiffres très intéressants sur cette première slide. Le premier chiffre qui est très intéressant, c'est le fait que les boutiques en ligne ont doublé en réalité sur cette période de 2019-2020. Donc c'est vraiment une explosion, c'est énorme et c'est un chiffre bien évidemment qui va ravir nos escrocs qui se gavent justement de ces boutiques en ligne afin de faire leurs chiffres. Mais on peut également voir que maintenant 40% des vendeurs utilisent en réalité les réseaux sociaux pour promouvoir et attirer les gens. Donc encore une fois, un chiffre très important et qui fait le bonheur, encore une fois, de ces escrocs. Quelque chose d'autre à bien prendre en compte, c'est évidemment le fait que, du fait de cette pandémie, beaucoup de commerces qui étaient en réalité des commerces offline, donc hors ligne, sont passés en ligne pour pouvoir survivre et pour pouvoir continuer en réalité leur activité. Et par conséquent, ces commerces n'étaient pas au courant du tout des problématiques de cybersécurité, que ce soit des problématiques de cybersécurité de leur infrastructure ou alors du renseignement sur les menaces. Et ici, dans ce cas-là, justement, des risques digitaux qui pèsent sur la majorité des commerces en ligne ou même des banques en ligne, finalement de tous les portails et de toutes les entreprises qui ont une présence sur Internet. Comme je l'ai dit, le phishing, c'est quelque chose qui est très connu. Donc le phishing, on connaît bien. On avait fait un rapport justement sur les tendances du cybercrime et le phishing avait la part belle dans ces tendances du cybercrime. Mais c'est quelque chose qu'on sait également bien, dont on sait bien se débarrasser. Là, justement, vous pouvez voir quelques techniques entre les liens à usage unique, le blocage justement en considérant le user agent utilisé par l'utilisateur ou bien même la région, et ce qui permet au final une redirection immédiate vers les sites officiels, et ce qui permet donc d'éviter le phishing. Et tous ces points, en réalité, on les avait bien évidemment
mentionné dans notre rapport, mais ce qu'on n'avait pas mentionné et ce qu'on avait un peu laissé de côté vu que ce n'était pas le point recherché à ce moment-là, c'était l'arnaque. Et en quoi l'arnaque finalement, et donc ce qu'on appelle le scam, est très différente du phishing et il ne faut surtout pas les confondre. C'est pour ça qu'on va voir rapidement quelles sont les différences entre scam et phishing et pourquoi on fait cette distinction. Donc arnaque versus phishing. Donc quelle est la différence finalement? Quelle est la différence? Eh bien pour le phishing, on a une définition qui est concrète et qui est connue et on sait depuis longtemps et les régulateurs ont bien compris que c'était un fléau et par conséquent on a une définition qui est précise. Alors le phishing se décrit et se définit en deux points. Tout d'abord, il y a la copie d'un site officiel, quel que soit le site bien évidemment, mais la copie d'un site officiel. Ça c'est très important. Et le deuxième point, qui est le point vraiment qui va différencier le phishing de l'arnaque en réalité, c'est l'interception de ce que nous on appelle les credentials, et ce qui se traduit en français, credentials, par toutes les informations que vous pouvez laisser sur le site. Donc ça peut être votre login, donc votre identifiant, ainsi que votre mot de passe, mais ça va être toutes les informations reliées même à votre machine et bien évidemment les informations principalement de carte bancaire. Et c'est vraiment ce point qui fait le phishing, c'est le fait qu'il va récupérer vos données de carte bancaire notamment, voilà, donc vos données de paiement. Et la vraie différence, c'est que l'arnaque est complètement différente. C'est-à-dire que si un site est juste une copie d'un site officiel, par exemple, mais ne collecte pas ces informations, ces credentials, donc ces informations personnelles et ces données de carte bancaire, eh bien, tout simplement, c'est là qu'on a un problème de définition et c'est pour ça qu'on voit que la majorité des sites maintenant sont des sites d'arnaque, tout simplement parce que ce sont des sites frauduleux, donc comme vous pouvez le voir, des sites clonés ou des applications mobiles malveillantes qui vont attirer le trafic sur leur page grâce à des fausses promotions, grâce à de faux partenariats, mais il n'y aura aucun vol de données de carte bancaire. Alors comment ça se passe? C'est-à-dire qu'en gros, l'arnaque, ça va avoir pour but de vous amener à payer, vous-même, heu, la ren le montant requis par la personne sans donner. C'est-à-dire que le but, c'est que vous soyez, en train de payer directement, l'escroc sans jamais que l'escroc ne vous vole d'argent ou ne vous vole vos coordonnées de carte bancaire, par exemple. Et c'est là que va y avoir un problème, notamment un problème avec le recueil des preuves pour la police et également avec certaines entreprises qu'on verra. On verra comment ça se déroule et je vous donnerai quelques exemples un peu de ça un peu plus tard. Donc avant, c'était très clair en effet. Et maintenant, on peut voir que forcément, on cherche plus à tromper qu'à voler directement. Et en plus des publicités, par exemple, il y a beaucoup d'applications. Et dans la plupart des cas, si vous êtes déjà sur le site, eh bien, si vous êtes déjà sur le site, c'est que vous êtes pris au piège. Donc c'est là qu'est le véritable problème. Et là où on se rend bien compte de toute l'ampleur en réalité des escrocs et du problème que ça représente, c'est que vous voyez, le phishing représente 16% du cybercrime en général. On peut se dire, c'est énorme, 16% du cybercrime pour juste une technique de phishing, c'est très élevé. Mais quand on regarde l'arnaque, donc l'escroquerie, donc ce qu'on appelle le scam, eh bien le scam représente environ 3 fois plus en termes de volume que le phishing. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment le scam dont il faut s'occuper également, parce que le phishing, c'est un problème qu'on connaît déjà très bien. Évidemment, il y a aussi une grosse différence entre le phishing et le scam. Et comme on sait que le phishing, justement, ça commence à être bien connu et ça commence à être vraiment, il est possible d'endiguer les pages de phishing, eh bien, c'est que les escrocs se développent beaucoup plus rapidement que les pages de phishing. Donc, on peut voir que l'évolution du phishing, elle est vraiment en dents de scie, entre guillemets, tandis que l'évolution des scams et des escroqueries est en réalité une évolution constante et on pense que du fait de la pandémie qui est arrivée et du fait de la migration de beaucoup d'entreprises vers le domaine digital, et comme je le répète, ce n'est pas que pour des marketplaces, c'est vraiment pour tout type d'entreprise. Et bien le fait est qu'on va avoir une explosion des escroqueries
dans les années à suivre et notamment justement dans cette année 2021. Donc, ce n'est pas un problème en réalité auquel on doit répondre par une équipe légale seulement, mais également par les équipes en réalité de cybersécurité. Pour quelle raison? Tout simplement parce que les arnaques maintenant, ce ne sont plus des arnaques classiques qu'on peut traiter d'un point de vue légal. Ce sont des arnaques qui se cachent derrière de multiples redirections, comme on va pouvoir le voir. Et en réalité, ce sont des arnaques et des escrocs qui utilisent des techniques modernes et qui utilisent en réalité les mêmes compétences que des hackers normaux. On va donc voir quelques exemples et notamment donc l'exemple le plus commun et le plus connu donc c'est ce qu'on appelle le scam donc White Rabbit. Donc pourquoi White Rabbit? C'est tout simplement inspiré directement du lapin blanc d'Alice au pays des merveilles. Alors pourquoi? Tout simplement parce que Alice qui s'ennuyait, et on le voit dans la première partie, Alice s'ennuyait, et en voyant donc ce lapin habillé de manière farfelue et évidemment parlant également, ça a attiré son attention. Et par conséquent, elle a suivi ce lapin et ce lapin l'a amené à une expérience aussi bien étrange que, autant le dire, dangereuse. Et c'est là qu'on retrouve donc notre partie d'escroquerie. C'est la même chose en réalité pour l'utilisateur d'Internet, c'est la même chose qu'Alice au pays des merveilles. C'est-à-dire que là, vous pouvez voir deux parties principales de ce schéma frauduleux, donc qui est donc le trou de lapin. La première partie, en réalité, c'est la partie attraction du trafic. Donc, quelles sont toutes les techniques qui vont pouvoir attirer le trafic afin de mener l'utilisateur d'Internet à la page voulue. Et ensuite, la deuxième partie, c'est la partie attaque. Donc, où là, on peut avoir à la fois des pages de phishing ou bien de l'arnaque classique, avec évidemment récupération des fonds. C'est ça qui est important. Mais ce qui est bien à voir et ce qui est très important, c'est cette partie du milieu. On peut voir que maintenant, finalement, l'arnaque est au milieu et vraiment combine ces deux parties avec la multiplication des moyens pour toucher les victimes, c'est-à-dire la multiplication, on peut passer par les réseaux sociaux, on peut passer par les publicités contextuelles, on peut passer également en se faisant passer pour une marque et en envoyant une enquête par exemple, parce que beaucoup d'entreprises maintenant font des enquêtes par rapport à leurs services. Et également, l'un des changements, c'est que il y a la multiple redirection, c'est-à-dire que maintenant, sans que vous puissiez le voir, en réalité, il y a une redirection qui s'effectue au travers de multiples pages, ce qui rajoute une épaisseur, entre guillemets, et c'est pour ça qu'il est très difficile pour des entreprises classiques d'arriver à trouver quel est le serveur de fin de cette attaque. Et tous les canaux ici vont être en réalité utilisés de manière simultanée pour attirer le trafic, par exemple via WhatsApp avec des messages directs, via Telegram et comme je l'ai dit, de la publicité contextuelle sur les moteurs de recherche ou bien les réseaux sociaux. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que bien évidemment, c'est majoritairement les grandes marques qui vont attirer l'œil. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que ce n'est pas une seule marque, c'est pas que par exemple du retail ou de la banque, non, ça va être très différent de ça, et notamment tous les secteurs vont être en réalité touchés. Et donc comment ça va se passer? C'est-à-dire que ça va dépendre de plusieurs facteurs. C'est-à-dire qu'en fonction de la date à laquelle vous accédez au site, de la période également à laquelle vous accédez au site ou de votre région géographique, si vous êtes sur portable ou si vous êtes sur ordinateur, et bien tout ça, ça va permettre aux escrocs de personnaliser la page, de personnaliser le lien et d'utiliser plusieurs marques afin de rediriger les gens vers leur escroquerie. Et une fois cliqué sur le lien, vous allez avoir donc plusieurs redirections, donc des redirections multiples, comme je l'ai dit, et ça va vous mener vers un appel à l'action. C'est-à-dire, ça peut être un giveaway, ça peut être un tirage au sort, ou ça peut être une enquête. Et en réalité, sur cette page, vous allez devoir laisser votre mail et c'est un processus tout à fait légitime, hein, tout à fait légitime et légal. Énormément de sociétés, que ce soit sur les réseaux sociaux ou hors de réseaux sociaux, font des giveaways, font des tirages au sort, font des enquêtes et vous laissent évidemment et vous demandent de laisser votre mail ou votre numéro ou bien votre identifiant, que ce soit sur Facebook, Instagram ou autre. Et une fois que vous avez renseigné ça, ils vont vous dire merci d'avoir participé à ce jeu, à cette enquête.
on vous recontacte bientôt, au revoir. Et là, après un petit moment, sur le moyen de contact que vous avez donné, donc que ce soit mail, Instagram, numéro, vous allez recevoir un message avec un lien, et ce lien va vous mener donc à l'arnaque. Et ça sera un lien évidemment avec envoi direct d'argent. C'est ce qu'on appelle un phishing 2.0, tout simplement parce qu'il n'y a pas de marque et pas de logo. C'est-à-dire que ça n'a pas besoin d'avoir l'air officiel comme une page de banque ou autre. Il n'y a pas de vol de credentials, donc comme je l'ai dit, d'informations de carte bancaire ou autre. Et vous pouvez facilement, en réalité, regardez, si on revient rapidement sur la slide précédente, vous pouvez rapidement identifier ce côté-là. Tout simplement parce que c'est assez facile de voir que vous êtes redirigé, que vous avez été victime d'une fraude justement sur votre compte Instagram ou autre. Mais le fait est que même si vous vous en rendez compte, même si vous essayez de fermer les pages, en réalité, ça ne va pas changer grand-chose, tout simplement parce que ces pages d'arnaque se multiplient et en réalité sont cachées derrière ces multiples redirections, justement. Et donc c'est là qu'on arrive à ces liens personnalisés en réalité. Parce qu'après toutes ces redirections que je le rappelle, vous ne pouvez pas voir à l'œil nu, vous allez recevoir un lien spécial. Donc recevoir un lien, c'est assez commun de nos jours, c'est assez commun. Sur ce lien, vous allez voir ce que vous recherchez. Donc ici, comme vous pouvez voir sur l'écran, vous recherchez un téléphone, donc c'est apparemment un S10 XS. Puis vous allez avoir des informations sur la personne qui va en réalité être le retailer, donc le détaillant donc, de ce téléphone. Ici, c'est DNS. Attention, DNS, c'est pas Domain Name Server comme on pourrait le penser, mais c'est vraiment le nom du retailer. Votre système, Windows, et ensuite l'ISP, donc ISP, Internet Service Provider, donc en réalité, c'est le fournisseur d'accès Internet. Et enfin, vous allez pouvoir voir également votre adresse IP qui est attribuée à votre appareil à ce moment donné. Mais encore une fois, ici, il faut faire très attention parce que ce lien qui vous amènera à une arnaque, ce n'est pas un lien de phishing. Et c'est là qu'il faut bien différencier les problèmes. C'est que c'est un lien d'arnaque, c'est-à-dire qu'il n'y aura, au bout de ce lien, il n'y aura aucun vol d'informations bancaires et tout va être fait pour que vous payiez vous-même les escrocs. Et dans ces informations, donc c'est des informations en réalité qui sont très difficiles à voir et on l'expliquera encore une fois un peu après, c'est en réalité impossible à faire vous-même parce que tout ça c'est évidemment en hash, donc vous n'aurez pas accès à la valeur de base, mais vous pouvez voir que c'est une clé qui consiste en réalité d'un saut temporel, donc un saut temporel qui ne sera que pour vous. Et une fois que vous décryptez le hash, donc tout ça c'est le hash, une fois que vous le décryptez, vous allez avoir ce saut temporel, ce qui fait que ce lien ne sera actif en réalité, une fois que vous aurez cliqué dessus, que 4 ou 5 minutes, pas plus. Et une fois que l'achat sera fait, le lien sera mort. Donc vous pouvez y retourner, vous pouvez essayer de le donner aux autorités, ça ne sert à rien parce que le lien sera tout simplement mort en réalité. Donc en 2019, quand on a commencé à faire, on travaillait déjà dessus depuis longtemps, mais quand on a vu cette expansion très, très soudaine, eh bien on s'est rendu compte que les possibilités de la majorité des entreprises à détecter le scamming, donc ces escroqueries, étaient particulièrement réduites. Et même quand il y avait détection, il fallait expliquer aux autorités comment trouver ce problème. Il fallait évidemment apporter des preuves pour que ceux-ci s'y intéressent, mais les preuves pouvaient disparaître si le lien n'est actif que 4 ou 5 minutes. Donc vous n'aurez rien, vous n'aurez ni les preuves, ni le schéma d'escroquerie. Donc finalement, vous aurez de plus en plus de victimes et toujours aucune possibilité afin d'agir dessus de manière officielle, par exemple avec les forces de l'ordre. Et comme je le dis, ça devient de plus en plus important. De plus en plus important pour la simple et bonne raison que la croissance des canaux d'attraction du trafic est de plus en plus rapide. En effet, on a de plus en plus d'offres personnalisées également, et on peut voir que tout ce qui était page de publicité, qui était à l'époque c'était le plus commun, c'était d'avoir évidemment une publicité contextuelle sur un moteur de recherche, et on peut voir qu'elle ne se place que 5e en termes de croissance, cette publicité sur les moteurs de recherche. Maintenant, on va passer principalement par les réseaux sociaux. On connaît bien évidemment les campagnes d'email de phishing ou les messages directs sur réseaux sociaux et Messenger de type bien évidemment comme on l'a expliqué WhatsApp ou Telegram. Donc maintenant l'interaction
plutôt que de passer par le moteur de recherche, on est dans une interaction qui est une interaction directe avec la personne, c'est-à-dire qu'on n'attend pas qu'elle fasse une recherche, on va directement chercher la personne et chercher le trafic sur ses réseaux sociaux ou par message direct. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant, c'est que grâce à cette évolution et à cette attraction de plus en plus présente en réalité et de plus en plus importante pour toutes les marques, on peut voir qu'il y a une grosse évolution dans le temps du nombre de domaines d'arnaques. Donc, comme vous pouvez voir, le nombre de domaines frauduleux, on avait environ 80 domaines qui étaient spécialisés justement dans l'arnaque en 2019. Et quand je dis domaine, c'est là qu'il faut bien comprendre ce que veut dire domaine en réalité. Domaine, on parle de domaine de fin, c'est-à-dire que chaque domaine va pouvoir avoir des centaines de pages d'arnaque qui redirigeront après donc toutes ces multiples redirections dont on a parlé, qui redirigeront vers le domaine final. Et le domaine final, en réalité, c'est celui qui héberge tous ces services. Et c'est celui-ci, c'est le domaine final des escrocs qui est difficile à trouver après toutes ces redirections. Donc chaque domaine peut avoir des centaines et des centaines de pages d'arnaque ou de phishing. Et sur chaque domaine, il y avait environ une trentaine de marques, qu'elles soient connues ou pas d'ailleurs, qu'elles soient locales ou pas, il y avait une trentaine de marques par domaine. Et maintenant, en 2020, on peut voir qu'il y a plus de 300 domaines frauduleux qui donc déploient des centaines, chacun déployant des centaines de pages d'arnaque. Et il y a plus d'une centaine de marques qui sont en réalité utilisées par les escrocs afin de faire payer les gens directement. À l'époque, donc enfin, quand je dis à l'époque, c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on était environ 50-50, parce qu'il faut savoir que bien évidemment, la majorité il y a beaucoup de scammers et beaucoup d'escrocs qui sont russophones. Et sur le ratio ici, par exemple, des marques russes et des marques internationales, on avait un ratio de 50-50 environ. Et maintenant, ça a bien évolué et ça s'est bien étendu sur la surface du globe et notamment en Europe et également en France. On verra d'ailleurs un exemple français à la fin de ce webinaire. Eh bien, on est à 10%, 90%. C'est-à-dire qu'il y a environ 10% de marques russes et maintenant, il y a une utilisation de 90% de marques internationales sur toutes ces pages d'escroquerie. Donc maintenant, il y a vraiment utilisation généralisée de toutes les grandes marques internationales, mais également des marques locales sur les différents marchés. Et ça, c'est intéressant parce qu'il faut voir un peu quels sont les sites les plus utilisés. Et on peut voir grâce à Alexa Rank, par exemple, que les sites qui sont des sites utilisés, eh bien, on a des sites, donc je ne sais pas si vous connaissez Alexa Rank, mais vous pouvez vérifier en réalité ces sites directement auprès d'eux. Et on peut voir un taux d'attraction de ces sites. Et là, on parle des sites d'arnaque les plus connus, hein. Et quand on voit qu'il y a plus de 2 millions, sur le premier, il y a plus de 2 millions de visiteurs uniques, hein, on parle de visiteurs uniques bien évidemment, par mois, c'est énorme. Et on peut voir que ces sites d'arnaque, en réalité, permettent réellement d'attirer le maximum de personnes et que l'attraction trafic fonctionne très bien. Donc nous, évidemment, dans notre société, on travaille énormément avec beaucoup de domaines en réalité de cybersécurité, que ce soit le renseignement sur les menaces ou la chasse aux menaces et le travail avec les forces de l'ordre également. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que pour la protection des marques, il y avait une grosse marge d'évolution et qu'il fallait saisir justement ce moment de digitalisation du fait de la pandémie afin de renforcer ces défenses contre ces arnaques qui deviennent, comme je l'ai déjà expliqué, beaucoup plus présentes et bien plus présentes en termes de nombre que les attaques phishing, notamment. Et c'est là que c'est intéressant également de voir ces chiffres, tout simplement par le fait que la moyenne, on est environ à 300 000 sur tous les sites de phishing, on est environ à 300 000 visiteurs uniques par mois, alors que certains sites de marque, localement, n'ont pas plus de 100 000 visiteurs. Et donc, on peut voir que cette attraction est réellement très efficace. Et il y a une véritable évolution, hein, en réalité dans ce schéma d'attraction, parce que pour le trafic, comme vous pouvez le voir, on est sur quelque chose d'assez classique en réalité. C'est-à-dire qu'on est quelque chose sans redire. À la base, on était vraiment sur aucune redirection, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'était plus en 2018-2019. Il n'y avait aucune redirection. C'était vraiment très typique. Mais maintenant, il y avait du phishing classique également où il fallait cliquer sur la publicité contextuelle et la personne était amenée au site de phishing. Donc quelque chose finalement
de très basique, très très basique. Et ça fonctionnait de la même manière pour les sites d'arnaque en réalité. Tout le monde connaissait ce problème et donc on avait juste à le surveiller, c'était pas très compliqué parce qu'on pouvait rapidement accéder au domaine qui était derrière tout ça, donc au domaine et même au serveur finalement, au command and control qui était derrière tout ça. Mais en 2019, on a commencé à avoir une véritable évolution. Donc là, c'est ce qu'on voyait avant. Et l'évolution maintenant, en réalité, c'est que les gens ne sont plus amenés au portail d'entrée, mais réellement à un serveur. Et ce serveur, il va choisir où envoyer le visiteur. Et c'est ce qui fait qu'on va avoir ces différents layers et cette multiple redirection en réalité, parce que c'est ce serveur qui va choisir où envoyer le visiteur en fonction de son ordinateur, de son OS, si c'est Windows, si c'est Mac, de l'intérêt également qu'il porte aux différentes marques, de son utilisation du moteur de recherche par exemple. Et donc il y a plein d'informations qui sont collectées, collectées notamment par votre moteur de recherche et qui seront utilisées par ces escrocs afin de personnaliser la page en fonction de l'utilisateur. Si par exemple vous recherchez un telco, par exemple Orange, on va dire, vous allez être redirigé vers un faux site de télécom. Après, si vous faites une recherche Google, vous allez avoir une apparition, bien évidemment, de publicité contextuelle menant à l'attaque. Donc à l'attaque, que ce soit phishing ou arnaque. Mais avant, la redirection, elle était seulement vers de grandes marques. Et c'est ça le changement. Et donc c'était assez fixe en réalité, on pouvait savoir quelles marques étaient vraiment les cibles. Alors que maintenant, ça s'est bien développé et ce n'est plus seulement une publicité contextuelle en fonction de la marque en réalité. C'est-à-dire que maintenant, c'est encore plus développé et les sites sont liés à la recherche sans être la recherche exacte que vous avez effectuée. C'est-à-dire que les arnaques, elles vont être vraiment reliées entre elles, mais pas directement. Ça ne va pas être le sujet direct de votre recherche et c'est pour ça qu'en réalité, les escrocs utilisent des bases de données qui sont assez énormes et donc des serveurs qui sont assez lourds pour pouvoir adapter tout ça et pour pouvoir personnaliser bien évidemment la page. Donc on a vu globalement comment on a tiré le trafic et on voit qu'il y a une augmentation finalement de la conversion grâce notamment à un ciblage plus étroit, mais grâce également à l'augmentation du trafic. On a vu la personnalisation, donc personnalisation des liens, personnalisation de l'offre également, et on ira voir quelques cas juste après. Mais maintenant, grâce à ce lien personnalisé, on a plus également de collection de données sur l'utilisateur, notamment comme je l'ai dit, l'OS, l'appareil, et c'est ce qui permet finalement d'ajuster la dernière page en fonction des besoins du visiteur, après donc comme je l'ai dit, toutes ces multiples redirections. Et maintenant, bien évidemment, il faut un contenu personnalisé. Donc ce contenu personnalisé, ça sera des marques supplémentaires. Donc comme on peut le voir maintenant et comme je l'ai expliqué, il y a des centaines de marques qui sont touchées par ça. Pas seulement ce que vous allez rechercher, mais vraiment tout. Et le formulaire web, généralement, qui va être lié à ça, va être directement rempli en fonction des informations laissées dans cette étape 2, grâce à ce lien personnalisé. Et donc, c'est des informations qui viennent directement de votre navigateur, parce que ce navigateur dispose des informations telles que la région, votre nom, votre sexe et autres. Et donc, par conséquent, ça va permettre un remplissage immédiat. Donc, maintenant qu'on voit un peu la structure de ces arnaques, et donc on voit que c'est bien différent en réalité des sites de phishing et que ça n'a rien à voir avec les sites de phishing, on va maintenant se plonger dans quelques cas. Donc, le premier cas, c'est vraiment un cas très commun et ça arrive à beaucoup de gens qui voyagent et qui voyagent très souvent et qui doivent voyager par exemple en urgence. C'est le cas du voyage en avion. Alors, vous êtes par exemple à Amsterdam et vous voulez aller à Dubaï, c'est pour votre travail, c'est particulièrement urgent, il faut que vous partiez maintenant et vous avez juste eu le temps de prendre une petite valise, vous êtes déjà dans le taxi et là il faut trouver un billet d'avion. Et c'est particulièrement urgent. Donc, pas de temps à perdre. Vous êtes vraiment en train de rush jusqu'à l'aéroport et vous cherchez vos tickets sur votre portable. Donc, évidemment, vous allez mettre le jour, par exemple, la destination, pardon, donc tel jour pour Dubaï, à telle heure, vous allez choisir l'heure la plus rapprochée de vous et vous allez voir donc des pubs qui seront comme celle-ci. Donc, certaines pubs sont faciles à détecter tout simplement parce que ce sont des pubs, elles sont en gras, donc c'est assez simple de voir que c'est une pub qui est proposée en réalité par la compagnie aérienne ou par le site lui-même. Mais il y a d'autres pubs qui en réalité seront des pubs, mais qui seront proposées en tant que résultat de recherche.
Et c'est là que ça va être différent. Donc vous n'allez pas cliquer en réalité sur la pub, mais vous allez cliquer sur le premier choix généralement. Parce que bon, les pubs, on ne sait jamais très bien où ça nous mène. Donc voilà, on clique sur le premier choix. Et ce premier choix peut être en réalité un site d'arnaque. Donc une fois que vous avez cliqué sur ce site, pour l'escroc, la première partie est faite. Le trafic vient vers son site. Donc vous cliquez sur le second, et une fois que vous allez cliquer, vous allez obtenir ce lien. Encore une fois, ce lien, on peut voir qu'il y a le lien du site lui-même, et ensuite il y a une valeur, donc qu'on appelle une valeur hash, c'est-à-dire qu'un hash, ça permet bien de ne pas délivrer les informations. Donc là, par exemple, vous ne pourrez pas voir de timestamp, vous ne pourrez pas voir de détails par rapport à ce hash, et évidemment, vous ne pourrez pas le percer, vous ne pourrez pas percer le hash et l'analyser sur votre mobile, alors que vous êtes dans le taxi en train de rusher à l'aéroport pour prendre votre avion. Donc ça, c'est bien normal. Et ce lien va vous amener directement à un contenu, comme vous pouvez le voir ici. Donc ça, c'est bien évidemment une page d'arnaque, à une page d'une société qui est très connue. Donc vous allez regarder, vous allez voir rapidement. Si vous êtes pressé, vous n'allez même pas faire attention. Vous voyez que ça a l'air officiel, Emirates, voilà. Donc vous allez remplir vos données ici. Vous devez remplir les champs. Il faut savoir que cette page de paiement, et c'est là la différence avec le phishing, parce que le phishing va collecter vos informations bancaires au travers d'une page qui sera en réalité une fausse page. Mais là, c'est une page réelle. C'est une page de paiement légitime, c'est du vrai, ce n'est pas du phishing, sauf qu'après le paiement, eh bien, il n'y aura pas de ticket. Il n'y aura pas de ticket, l'argent sera parti bien évidemment et vous ne recevrez rien. Et cette page en particulier, elle vous sera proposée, et c'est une page qui est vraiment personnelle, c'est-à-dire que cette page, elle vous sera proposée parce que vous êtes dans une région particulière, sur un appareil particulier, c'est-à-dire que ça ne sera pas forcément la même si vous êtes sur portable ou si vous êtes sur ordinateur, et à un moment particulier, à une heure particulière. Et c'est pour ça que vous allez avoir un lien qui est un lien unique, et comme on l'a dit, un lien qui va généralement expirer en 4 ou 5 minutes. Donc il y a vraiment une personnalisation très poussée afin d'attirer les gens et afin de faire en sorte de ne pas être traçable après. Et ça arrive très souvent en réalité parce que les gens sont pressés, les gens font les choses rapidement, les gens voient que c'est une page légitime de paiement. Par conséquent, ils cliquent rapidement, et une fois que les gens ont cliqué, eh bien l'argent il est tout simplement parti. En deuxième cas, on peut voir également un cas qui est encore plus connu, surtout que maintenant on a de plus en plus de jeunes qui sont vraiment dans le côté Instagram, dans le côté blogueur, et par conséquent, on voit qu'il y a de plus en plus d'actions, d'appels à l'action, de giveaway qui mènent à du oh, vous devez me suivre, follow, vous devez faire une vidéo, quelque chose comme ça, et par conséquent, ça donne accès à un giveaway. Et ben, une fois qu'il y a accès à ce giveaway, en réalité, le message il est envoyé sur Instagram directement, parfois sur les mails des blogueurs ou autres, et ça va permettre de faire un send-out en réalité de manière multiple et vraiment de manière même très différente. Et ça fonctionne très bien. Généralement, les jeunes sont, comme vous pouvez le voir sur ce genre de mail, les jeunes sont très sensibles à ce genre d'arnaque également. Et encore une fois, de la même manière, vous avez donc ici une loterie et vous avez un lien d'activation. Vous cliquez sur le lien. Encore une fois, techniquement, il n'y a aucun problème à cliquer sur le lien parce que ça ne va pas vous pénaliser et ce n'est pas du phishing. Par conséquent, vous allez recevoir un lien qui est un lien, encore une fois, personnalisé, de la même manière que je l'ai dit, et un contenu également qui est personnalisé. Et là, on peut voir, là, vous pouvez le voir juste ici, les redirections multiples. Et c'est derrière ces multiples redirections qu'on va cacher en réalité le domaine principal qui effectue toutes ces attaques et qui orchestre toutes ces pages d'arnaque. Donc on voit ces multiples redirections, et ici on a quelque chose, comme on voit, d'assez classique pour Instagram, c'est-à-dire il faut en réalité ouvrir des boîtes, et au bout de, par exemple, la troisième, vous allez avoir de l'argent, ou je ne sais quoi. Généralement, ce n'est pas de l'argent sur Instagram. On va vous dire, par exemple, oh, c'est dommage, vous n'avez pas réussi à avoir de l'argent cette fois, mais ce n'est pas grave, la prochaine fois, vous aurez droit à ceci ou cela. Laissez-nous votre nom de compte Instagram, et notre bot, donc c'est pour les blogueurs et les influenceurs ça, et notre bot Instagram se chargera d'attirer plus de followers généralement ils mettent une limite, donc se chargera d'attirer plus de followers jusqu'à une limite de 10 000 followers. Donc bien évidemment, en laissant leur nom de compte et en pensant que c'est une société réelle qui va leur permettre d'attirer du trafic et autres, les blogueurs, les Instagrammeurs et autres perdent leur compte. Et ensuite,
donc ce qu'on appelle les fraudsters, donc les fraudeurs, font du chantage au paiement pour les blogueurs, justement pour que ces blogueurs récupèrent leur compte. Donc là, c'est du chantage classique, mais encore une fois, c'est du chantage classique qui permet de ne rien voler en réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vol d'informations, rien, c'est juste un chantage très classique. C'est pour ça qu'on appelle ça, comme je vous l'ai dit, du phishing vraiment 2.0 également, parce que c'est complètement différent du phishing classique. Et ça fonctionne également pour des sociétés locales, généralement pas pour des grosses boîtes, mais on a déjà vu de très très grandes boîtes se faire attraper par ce genre de choses. On verra un exemple un peu après également, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui veulent attirer justement des followers aussi. Et donc ce genre de pratiques, en réalité, elles se sont développées de manière mondiale. Elles ont commencé bien évidemment en Russie. Il faut savoir que la Russie, c'est quand même le terreau propice des cyberattaques. Nous, on peut le voir, moi qui travaille justement sur des cyberattaques, qu'elles soient contre les marques ou même contre les sociétés de défense ou contre les gouvernements, que ce soit les plus grands acteurs malveillants qu'on a pu voir sur SolarWinds ou alors les plus petits escrocs qui vont chercher à faire quelques centaines d'euros, eh bien la Russie est vraiment un terreau propice à établir ce genre d'activité criminelle. Et c'est pour ça qu'en réalité, ça vient de Russie et ensuite ça se développe sur le globe. Et donc, ces gens qui font ces arnaques étant particulièrement ambitieux et voulant avoir évidemment toujours de plus en plus d'argent, la majorité de ce que je vous montre et des schémas qu'on peut voir en interne, ce sont des schémas qui se développent de plus en plus mondialement. C'est pour ça qu'on va d'ailleurs vous montrer un exemple tout de suite, qui est un exemple qui nous vient de Singapour. En effet, on a une équipe entière qui est à Singapour, et c'est vraiment un bon exemple de ce schéma du White Rabbit qu'on vous a montré un peu avant. Donc là, c'est un envoi très très large à toutes les personnes qui travaillaient avec et qui étaient clients de cet opérateur, qui ont reçu ce mail en réalité. Et ce mail, c'est une enquête tout à fait classique, comme on peut le voir dans beaucoup d'entreprises. Beaucoup d'entreprises envoient ce genre d'enquête, et ce genre d'enquête est souvent lié à un petit cadeau. Il y a une chance de gagner un cadeau en étant récompensé justement d'avoir répondu à l'enquête. Donc là, comme vous pouvez le voir, même niveau d'attraction, il y a un prix. Donc là, ça peut être un iPhone 11 ou un Samsung, voilà, une Apple Watch. Et évidemment, pour gagner ça, il faut laisser une réponse, il faut répondre à l'enquête. Et pour répondre à l'enquête, il va falloir encore une fois laisser son numéro ou son mail. Une fois que le numéro est laissé, vous allez recevoir un nouveau lien, et ce lien va vous être envoyé directement sur votre portable ou votre mail ou autre, et on va vous dire, ah ben, vous êtes chanceux, vous avez gagné ce portable, et pour le recevoir, vous devez juste payer la livraison. Et bien évidemment, la livraison, ça peut être, alors dans ce cas-là, on avait des livraisons qui étaient à 2 $, je crois, c'était à 2 $, mais on a vu des schémas où ça allait de 20 $ à plusieurs centaines de dollars. Il y a même eu des livraisons à 500 $ qui étaient exigées. Et les gens, eh bien, dans l'euphorie de la victoire, entre guillemets, d'avoir réussi à gagner quelque chose, eh bien souvent, vont envoyer l'argent directement aux escrocs. Donc ils vont remplir le formulaire afin de pouvoir envoyer l'argent pour faire ce paiement des frais de port, et ils ne vont bien évidemment rien recevoir en échange, mais ils vont envoyer l'argent. Et c'est là que ça devient complexe, surtout pour les forces de l'ordre, pour la simple et bonne raison que du phishing, il est possible de voir qu'on vous a volé vos informations. Et donc, par conséquent, il est possible de voir qu'il y a eu une mauvaise utilisation de vos informations bancaires, notamment. Sauf que dans ce cas-là, vous avez envoyé l'argent de manière volontaire. Et quand je dis de manière volontaire, c'est-à-dire que personne ne vous a forcé, on ne vous a rien volé. Le portail de la banque est un portail officiel. C'est juste que la personne qui va recevoir l'argent, ce n'est pas du tout l'opérateur. C'est l'escroc justement. Et donc quand vous allez vouloir contacter la banque en disant, mais voilà, en réalité j'ai été victime d'une escroquerie, la banque va vous dire, mais on ne peut rien faire pour vous parce que vous avez passé par notre portail bancaire, vous avez passé toutes les vérifications et vous avez quand même cliqué sur valider. Par conséquent, vous ne serez pas remboursé. Donc nous, donc vous pouvez voir justement ce formulaire, qui est un formulaire, en réalité, ce n'est pas du tout du phishing, c'est un formulaire réel de banque. C'est un formulaire réel.
Et donc, on a travaillé avec cet opérateur et nous l'avons contacté pour justement en finir avec ça, parce que justement, le White Rabbit, ce phénomène du White Rabbit, c'est très difficile à détecter et qu'il faut vraiment l'expertise ou interne, mais alors il faut une grande expertise en cybersécurité interne avec justement des enquêteurs et autres. Et c'est pour ça qu'on fait souvent appel à des sociétés comme la nôtre, comme Groupe IB. Et nous, grâce à nos outils, comme nous sommes familiers avec également les outils des escrocs, nous faisons de la surveillance des endroits où ils sont vendus, des endroits où ils sont utilisés également, eh bien, ça nous a permis de trouver 50 sites web qui étaient liés à cet opérateur télécom et qui étaient prêts justement à arnaquer les gens. Et en environ 24 heures, on a réussi, au travers des multiples redirections, à trouver finalement le serveur de base, donc le C2, donc le Command and Control, qui est le serveur qui se cache derrière ces multiples redirections, et à le faire fermer pour éviter qu'il y ait d'autres arnaques. Mais évidemment, les monitorings ne sont pas suffisants et on fait souvent de la surveillance dans les sociétés de pubs contextuelles, mais ça ne suffit pas. Le travail est beaucoup plus vaste que ça et pour régler le problème de cet opérateur, il nous a fallu faire bien plus que justement la surveillance des pubs contextuelles. En plus, il faut bien comprendre que les gens qui font cela, ce ne sont pas des groupes de phishing, donc ce ne sont pas des acteurs malveillants qui font du phishing, ce sont des groupes totalement différents, des groupes d'arnaque qui sont indépendants, qui n'ont pas de connexion et qui utilisent des chats et des manières de communiquer qui sont différentes et des groupes qui sont différents de ceux qu'utilisent les groupes de phishing. Donc là, par exemple, vous pouvez voir des marques très connues que vous connaissez bien, et toujours le même schéma. Voilà, donc là, vous pouvez voir Virgin, là, vous avez un fournisseur d'accès, la téléphonie, donc voilà. Là, par exemple, une page qui est très bien faite d'ailleurs, hein, très très bien faite d'Amazon, mais encore une fois, c'est bien évidemment une page d'arnaque. Donc voilà, et ça, des exemples comme ça, on pourrait vous en donner des milliers. Il y en a des milliers, des milliers, des milliers. Et donc, ça nous amène à un scam qui est vraiment un scam qui est très classique, qu'on appelle ClassiScam. Et alors, pourquoi ClassiScam? Pour la simple bonne raison qu'il y a interaction directe entre les gens qui se font arnaquer et les escrocs. C'est-à-dire qu'en 2018, et c'est là qu'on voit une réelle profession, mais on le voit pour tous les groupes, hein, pour tous les groupes cybercriminels, comme je le disais, que ce soit de la petite cybercriminalité ou la cybercriminalité de plus haut vol, on a vraiment une structure entrepreneuriale dans la conduite du cybercrime. C'est-à-dire qu'on a une organisation qui est bien rodée. Et si en 2018, par exemple, les petits escrocs faisaient tout à la main, c'est-à-dire même l'envoi des pages de scam et autres, maintenant, en 2019, en 2020, on a vraiment des outils spéciaux qui sont apparus. On a également le Scam as a Service, donc vous pouvez louer des services d'arnaque, comme vous pouvez louer des ransomware et autres, en réalité. Et il y a une division maintenant qui s'est effectuée chez les escrocs en deux groupes. Et donc, pour une efficacité bien évidemment supplémentaire, les premiers, on les appelle les topic starters, donc ceux qui ont justement lancé ces sujets. Ce sont en réalité ceux qui font les outils, qui déploient, enfin pas qui déploient les outils, qui justement fabriquent ces outils. Et ensuite, il y a les workers, donc c'est ceux qui travaillent et c'est ceux qui vont déployer ces outils. Généralement, ce sont les travailleurs, donc les workers, ceux qui déploient les outils qui font le plus d'argent, mais on va voir qu'à la fin, ce sont vraiment les topic starters qui engrangent la majorité des fonds et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Et pour cela, on va prendre un cas. D'une entreprise qu'on connaît bien en France et d'un portail qu'on connaît bien en France, Le Bon Coin. Le Bon Coin, alors là, une fraude très très importante, Le Bon Coin. Pourquoi? Parce que c'est une fraude qui implique également un bot Telegram, donc un bot Telegram qui a été créé par les topic starters. Donc tout d'abord, bien évidemment, il faut choisir la victime. Donc la victime ici, c'est à la fois Le Bon Coin et ses utilisateurs. Mais ensuite, il faut créer la page d'arnaque. Donc ici, par exemple, on voit vente bibliothèque étagère, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le topic starter, il va créer un bot, il va créer une page, donc là on peut voir sur Telegram, et il suffit d'envoyer des messages à ce bot, comme vous pouvez le voir ici, pour recevoir des informations. Donc là vous voyez, d'accord, on va créer une fausse page Le Bon Coin, par quel produit, donc ici vente bibliothèque étagère, ok, quel est le nom du vendeur, la valeur du produit et autres. Donc voilà, donc ça va vous permettre de créer
une page entière et vous voyez, vous allez avoir, grâce au code produit, au téléphone number, au numéro de téléphone, pardon, et à la photo du produit, ça va vous permettre, comme vous pouvez le voir ici, d'avoir un lien personnalisé, encore une fois, qui ressemble à un lien de paiement. Et donc, le bot, il va faire ce lien qui ressemble fortement au lien de Le Bon Coin. Et le worker, donc celui qui va déployer l'arnaque, il va pouvoir envoyer ce lien, comme vous pouvez le voir, le lien est ici, il va pouvoir envoyer ce lien à la victime. Comment ça va se passer? L'escroc, il va tout simplement dire à la personne, bon, alors moi je veux acheter votre étagère, j'ai déjà payé sur Le Bon Coin, ce qui est d'ailleurs possible, hein, sur plusieurs plateformes, c'est possible de payer, d'avoir un crédit comme ça et de payer en avance, donc j'ai déjà payé sur la plateforme, il faut juste que tu suives le lien pour récupérer l'argent, l'argent, il est déjà sur ton porte-monnaie, entre guillemets, et il faut le récupérer, en suivant ce lien. Et une fois que tu as récupéré l'argent, eh ben, très bien, tu me préviens et tu m'envoies cette bibliothèque, par exemple. En réalité, quand vous cliquez sur obtenez les 500 euros, donc vous pouvez voir, ça a l'air tout ce qu'il y a de plus officiel. En réalité, ça va être un lien de paiement et pas un lien de réception d'argent, bien évidemment. Donc, les personnes ne vont pas faire attention, elles vont cliquer sur oui et elles vont envoyer 500 euros. Et c'est là que ça devient encore plus intéressant. Ce n'est pas la fin de l'arnaque. On pourrait se dire, bon, la fin de l'arnaque, voilà, la personne a perdu 500 euros. Pas du tout. Pas du tout. Tout simplement parce que la majorité des gens vont contacter la personne qui leur a vendu ça en leur disant, voilà, j'ai envoyé 500 euros, mais je n'ai rien reçu, c'est une arnaque. Et l'escroc va leur dire, je suis désolé, j'ai un problème également. J'ai déjà demandé à Le Bon Coin. Moi aussi, ça me donne une mauvaise image. Par conséquent, ils m'ont envoyé un lien avec un lien de remboursement et ça va me permettre de vous envoyer tout ça, de vous envoyer l'objet et on va pouvoir tout récupérer en gros. Et donc, ça va envoyer un lien, comme vous pouvez le voir, encore un lien qui est fait sur Telegram, un lien de remboursement qui est ici. Et la personne va tout remplir et va cliquer sur recevoir. Sauf qu'en réalité, eh bien, c'est un deuxième lien de paiement. Et ce lien de remboursement, au lieu d'aller donc au worker, il va directement à la personne qui a créé le bot, donc le topic starter. Et le topic starter, il va diviser cet argent entre les personnes qui ont permis de déployer cette arnaque. Donc la personne va payer deux fois et tout cet argent va aller donc à la tête de l'organisation qui elle, va diviser entre les travailleurs. Et c'est d'ailleurs c'est très sournois parce que la majorité des travailleurs qui vont vous envoyer ces arnaques ou qui vont prendre au piège justement les gens, en réalité, ils sont très jeunes. On a vu que la moyenne des gens qui déploient les arnaques, la moyenne d'âge, c'est 16 ans. Et c'est réellement fait parce qu'ils pensent que c'est un jeu, ils voient pas que c'est vraiment dangereux. Ça leur permet de se faire un peu d'argent facile. En plus, c'est de l'argent facile. Je veux dire, généralement, c'est pour s'acheter des petites choses, c'est pour s'acheter même des AirPods ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment de la toute petite cybercriminalité. Sauf que le fait est qu'ils laissent leurs données, ces escrocs, ces petits escrocs, laissent leurs données de carte bancaire aux topic starters, donc les topic starters qui sont en réalité entre guillemets, les managers en réalité de cette escroquerie, et ils vont laisser donc leurs coordonnées de carte bancaire à ces topic starters pour recevoir l'argent une fois que l'arnaque a réussi. Sauf que ces topic starters vont bien évidemment leur envoyer l'argent, mais parfois la situation devient un peu tendue et la police peut se rapprocher des topic starters et par conséquent, ceux-ci vont donner les informations de carte bancaire des jeunes à la police pour faire ce qu'ils appellent faire table rase justement et ça va permettre et la police va penser que le réseau est démantelé parce qu'ils vont arrêter tous les petits arnaqueurs, mais en réalité le topic starter qui est derrière eh bien n'a pas été arrêté du tout. Et ça, c'est valable, ce type d'arnaque est valable dans beaucoup de pays, dans énormément de régions et évidemment sur tous les systèmes. C'est-à-dire que là, on pense que ça ne s'adresse qu'au marketplace, mais pas du tout. Ça s'adresse également pour les systèmes de paiement. Donc ici, on peut voir que ça a été utilisé, le même schéma est utilisé en Roumanie, en Bulgarie, en France, c'est bien évidemment, mais on peut voir que ça fonctionne également sur les systèmes de paiement. Donc ici, système de paiement Kiwi, il y a un bot également qui permet de créer des fausses pages de paiement Kiwi. Donc ça, c'est valable pour vraiment toutes les,
toutes les entreprises et tous les domaines d'activité. Et c'est pour ça que c'est très important d'y faire attention. Donc, vous voyez, encore une fois, un exemple de banque. Donc voilà globalement pour ce webinaire aujourd'hui, pour le détail en tout cas des activités. Maintenant, on va passer justement aux tendances et nous à nos prévisions par rapport à ça. Donc, tout d'abord, l'une des choses que j'aimerais vraiment rappeler, c'est de bien considérer que ce n'est pas parce que vous êtes protégé contre le phishing que vous êtes protégé contre l'escroquerie. Les deux n'ont bien évidemment rien à voir et il est très important d'adresser les deux problèmes, tout simplement. Pour les tendances, il faut voir qu'on a vu que beaucoup de nouveaux outils ont été inventés en 2020 et il y a vraiment une automatisation de l'escroquerie et notamment par cette mise en groupe, par la création de bots qui permettent vraiment d'obtenir à la fois des liens personnalisés et des copies conformes des sites. Et le déploiement de ces pages est de plus en plus rapide et le lockdown, donc les quarantaines et le travail justement, le travail à la maison fait que tout ça continue, mais surtout s'accélère. Donc pour nous, la tendance, c'est tout simplement que ces fraudes, sans remplacer le phishing, parce que le phishing reste très simple à mettre en œuvre, mais vont augmenter et en réalité vont être de plus en plus difficiles à tracer parce qu'il va y avoir évidemment, comme je l'ai indiqué, de plus en plus de redirections et de plus en plus de personnes surtout qui vont être touchées par ça. Quelque chose de très intéressant à prendre en compte également, comme on l'a vu avec Le Bon Coin, ça arrive en France, ça arrive en Europe et je dis bien ça arrive. C'est-à-dire que nous, dans une région de l'Est, par exemple, où je suis à Moscou, en Russie, on voit ça très souvent, mais en Europe, ça ne va faire que s'intensifier et il va vraiment y avoir une montée en puissance des réseaux d'escrocs. Et je dis bien des réseaux d'escrocs parce que voilà, il faut bien comprendre également qu'il ne faut pas s'attaquer que au problème, il faut s'attaquer justement aussi à la base du problème. Et la base du problème, c'est que ces organisations ne sont plus des organisations où c'est deux, trois escrocs ensemble, ce sont des organisations qui sont bien plus vastes que ça. Et quand je dis bien plus vaste, c'est que ce soit pour les ransomware ou pour justement ici, comme on parle des arnaques ou du phishing, ce sont maintenant des groupes entiers, des groupes cybercriminels organisés qui font des choses telles que, comme je l'ai déjà mentionné, du scam as a service. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez tout simplement louer des services d'arnaque. Et ces groupes organisés, ils vont tremper dans toutes sortes d'activités, notamment des activités de blanchiment d'argent. Donc c'est vraiment un petit phénomène, et quelque chose de très classique, l'arnaque, mais qui devient de plus en plus complexe, qui devient de plus en plus efficace et surtout de plus en plus dangereux, parce que derrière tout ça, en réalité, ça cache une industrie entière de l'arnaque qui est bien réelle et qui est bien dangereuse à la fois pour les commerces, mais également pour les clients. Et c'est pour ça que nous, chez Groupe IB, on fait énormément de protection digitale, entre autres, hein, comme vous le savez, enfin, je ne sais pas si vous le savez d'ailleurs, on a bien plus que ça, parce que nous, on est actifs sur le cybercrime depuis 2003 dans toutes les activités possibles et imaginables. Mais pour les marques, c'est pour cela que tout ce qui est arnaque, scam ou même abus des marques, c'est quelque chose dont il faut faire très attention parce que ça ne demande qu'à s'intensifier. Et à la fin, ce n'est pas seulement le risque réputationnel pour l'entreprise, mais c'est également le risque financier, tout simplement parce que l'attraction du trafic, qui est faite par ces escrocs, et bien tout ça, c'est du trafic qui ne revient pas à l'entreprise et par conséquent du trafic qui va manquer à chaque marque. Et nous l'avons vu un peu avant, les principaux sites d'arnaque ont plus de 2 millions de visiteurs uniques par mois. Donc finalement, pour conclure, vraiment le mot clé, c'est vigilance et obtenir des systèmes de surveillance, mais également de contre face à ces arnaques qui ne vont faire que s'intensifier. Et il va falloir réellement penser et désormais inclure dans les systèmes de cybersécurité et pas seulement dans le volet légal, mais vraiment dans le volet technique, la protection des marques à longue durée. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. J'espère que ça aura été intéressant et que vous aurez pu voir quelques applications pour votre société ou même quelques points de vigilance que vous pourriez observer en interne. Et maintenant, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me les poser et je serai bien évidemment ravi d'y répondre.